À la une, audience repoussée pour le secrétaire général de l'UTG et le directeur de la RCT. Richard Canchon a porté plainte pour injure contre Albert Darnal en novembre dernier. La consignation de la partie civile a été fixée ce matin. Le procès est reporté au 18 mai. Une étude sur les pratiques de pêche des peuples autochtones du Haut-Maroni, conduite entre 2013 et 2015, elle a été restituée ce matin. C'était lors du conseil d'administration du parc amazonien à Remire-Montjoly. Détails à suivre. Et puis un court-métrage qui retrace l'action d'une association humanitaire martiniquaise à Haïti. Chimalamou sera présenté à l'Eldorado demain soir. Son réalisateur Yannis Sainte-Rose revient pour nous sur son travail dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Une trentaine de militants de l'Union des travailleurs guyanais ont marché ce matin au départ de la centrale du syndicat jusqu'au tribunal de Cayenne. Une marche menée en soutien au secrétaire général. Albert Darnal devait comparaître ce matin en correctionnel suite à la plainte pour injure déposée par le directeur de la RCT fin 2016. La consignation de la partie civile n'ayant été fixée que ce matin, le procès est reporté au 18 mai. Jonathan Lariot. C'est devant le tribunal de grande instance de Cayenne que les membres du syndicat de l'Union des travailleurs guyanais ont manifesté ce matin. Le groupe, près d'une trentaine de personnes, s'est tenu devant l'entrée rue d'Alouette afin de soutenir leur collègue Albert Darnal. Parce que véritable crime, nous savons qui c'est café. Le droit au travail. Dès 8 h, un petit groupe sillonne les rues de Cayenne, une marche avec pour destination le tribunal d'instance de Cayenne. À l'origine de ce mouvement, une plainte déposée par le directeur de la RCT contre Albert Darnal pour des propos injurieux à son égard. La justice colonialiste, l'ITG. Ça fait partie de la répression syndicale, le droit à la parole que l'on attaque. Il a l'habitude, hein. Il a l'habitude de ces attaques. Aujourd'hui, c'est pour voir si la justice va être d'accord pour museler justement les syndicats. Que les syndicats n'aient plus droit à la parole, c'est ça. Nous sommes là pour entendre le verdict. Si aujourd'hui la justice donne raison au directeur de la RCT, ça veut dire que nous, demain, nous ne pourrons plus et dire ces 4 vérités au patron. Après une courte entrevue avec le juge, le procès est ajourné au 18 mai, un événement par lequel le secrétaire général de l'UTG entend régler ses comptes. C'est une tribune politique qu'on m'offre. Je vais l'utiliser cette fois-ci en tant que telle. Une politique pour expliquer un certain nombre de choses, ce qu'est la justice de classe et la justice coloniale dans ce pays. Ils veulent m'abattre. Je dérange. Je suis un de ceux qui osent parler. Je continuerai à parler jusqu'à ma mort. J'ai toujours dit, il n'y a que la mort qui pourra me faire me taire. Et même quand je serai mort, mes idées continueront. Si rien n'a été décidé aujourd'hui, le syndicat entend réitérer la manifestation le jour du procès. L'UTG d'Albert Darnal n'a pas encore dit son dernier mot. Il devait être en mesure de recevoir plus de demandes d'asile après 3 mois de fermeture. Le bureau d'enregistrement croule à nouveau sous les dossiers, tandis que les conditions d'accueil des immigrés en général se dégradent. C'est en somme le message adressé aujourd'hui par plusieurs organisations au préfet de région. La Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, ERSF, Médecins du Monde et le collectif ATIPA lui ont adressé un courrier pour dénoncer une situation insoutenable et réclamer le respect des lois. Précision avec le président de la CIMAD Guyane. Le Conseil d'État avait validé la fermeture du préaccueil sous condition de renforcer les effectifs à la réouverture, ce qui n'a pas été le cas puisque les effectifs n'ont pas doublé comme demandé. Et le dispositif actuel permet d'accueillir 20 personnes par jour, ce qui est clairement en dessous des besoins réels par rapport au nombre de personnes souhaitant demander l'asile en Guyane. Alors maintenant, il faut contacter un mail et un téléphone pour prendre rendez-vous auprès du préaccueil. Malheureusement, ce mail et ce téléphone ne répondent pas la plupart du temps et la Croix-Rouge est complètement noyée sous les demandes et peine à répondre à toutes les sollicitations. Ce qu'on demande, c'est de mettre les moyens nécessaires pour pouvoir enregistrer toutes les personnes qui souhaitent demander l'asile. C'est aussi simple que ça. Voilà, est-ce que ça passe par une augmentation des moyens financiers, des effectifs? Après, c'est à la préfecture et à la Croix-Rouge de décider des moyens qu'elles mettent en place. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse être enregistré dans les délais légaux, c'est-à-dire 3 jours. C'est une avancée pour le moins tardive au vu du calendrier électoral. Le projet de musée commémorant l'esclavage à Paris, une promesse de campagne de François Hollande, est en cours d'étude. Mercredi après-midi à Matignon, le Premier ministre Bernard Cazeneuve recevait Lionel Zinsou, chargé de rédiger un rapport sur d'éventuelles pistes à l'élaboration de l'édifice. Explication au Solène Boissé à Tisbaran. Ça y est, le sujet est enfin sur la table.
La création d'une fondation et d'un musée dédié à la mémoire de l'esclavage, c'est le dossier du jour entre le Premier ministre et le rapporteur Lionel Zinzou, en compagnie d'Erika Barej, la ministre des Outre-mer. Pendant 1 heure, ils se sont entretenus sur les constats de l'ex-Premier ministre du Bénin, récoltés sur le terrain auprès des acteurs locaux. Un rapport qui fait état de recommandations qui restent à concrétiser. Le plus symbolique, c'est qu'il y ait un lieu national parisien qui dise fortement la reconnaissance de l'importance de la cause de l'esclavage et de son abolition. Et ce lieu, le président de la République et le Premier ministre arbitreront par rapport à nos recommandations. Nous recommandons que ce soit à l'hôtel de la Marine, l'ancien hôtel de la Marine et des colonies, place de la Concorde. Un projet qui fait suite à la déclaration du président de la République lors de la journée nationale des commémorations de l'esclavage il y a 10 mois. Aujourd'hui, le dossier n'en est qu'à ses prémices et il ne reste que 2 mois avant le changement de gouvernement. Notre objectif, c'est de sécuriser pour que les choses soient figées et que ça puisse se développer après. Voilà. Donc il y a des actes juridiques à prendre, il y a des sécurisations de lieux et c'est le travail que nous avons déjà commencé à faire et que nous allons continuer à sécuriser dans les semaines à venir. Un calendrier très serré pour créer une fondation et un musée pour lesquels 1,5 million d'euros minimum seront nécessaires. « 96 760, c'est le nombre de Guyanais inscrits sur les listes électorales au 10 janvier dernier. Un chiffre qui doit encore être affiné avant la présidentielle et les législatives. À titre de comparaison toutefois, nous étions 88 202 inscrits sur les listes lors des élections de la collectivité territoriale fin 2015. Après avoir fêté ses 10 ans la semaine dernière, le parc amazonien tenait ce matin son conseil d'administration à Remire-Montjoly. Parmi les points à l'ordre du jour, le budget voté à environ 7 millions d'euros, mais surtout la restitution d'une étude portant sur les techniques de pêche utilisées par les populations autochtones du Haut-Maroni. La direction du PAG, la DEA, l'ONF, l'ARS et la CTG étaient présents. Natacha Valtaverne. La pêche reste une pratique patrimoniale essentielle pour les habitants du Haut-Maroni. Pour connaître un peu mieux les pratiques de pêche des Amérindiens et des Aloukou, une enquête a été réalisée entre 2013 et 2015. 9 villages ont été ciblés. Toutes les pêches ont été passées au crible. Après 1 an d'analyse, les résultats ont été dévoilés ce matin. Aujourd'hui, c'est principalement le filet qui est utilisé et donc les autres pratiques ont été plus ou moins abandonnées. On ne parle plus d'arc, la canne à pêche existe toujours, mais beaucoup moins. Les gens pêchent très près de chez eux, parce que les villages sont sédentarisés, et pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas aller loin. Voilà, donc ça fait une concentration près des villages. Il y a une différence entre les deux communautés. Les Aloukou, en fait, ont pour beaucoup abandonné la pêche aujourd'hui. Donc il y a une faible part de la population qui pêche régulièrement, en tout cas. Alors que chez les Amérindiens, tout le monde pêche encore. L'étude ne s'arrête pas là. Les chercheurs vont également étudier la diversité génétique d'une vingtaine d'espèces de poissons, les plus représentatifs, pour connaître leur état de santé. Plus de 4000 échantillons vont être étudiés. On a fait des collectes qui ont été faites par les enquêteurs de là-bas aux abords des villages. Et puis des collectes à des endroits où il y a, alors on ne dit pas d'impact de pêche parce que pour le coup sur le marronnier c'est tributaire, c'est très rare, mais où il y a un très faible impact de la pêche et donc on fera des analyses qui devraient être terminées d'ici le milieu de cette année pour après 1 an d'analyse et voir si ces populations de poissons sont stressées ou pas, si leur taille diminue et en fonction en fait de ce qu'on connaît sur l'environnement, sur s'il y a des influences de leur paillage, etc. On pourra tirer des conclusions. Au dire des pêcheurs, leur paillage illégal a un impact énorme. La turbidité de l'eau fait fuir la ressource. Tout autre chose, en Guadeloupe, le service civique se déploie sur l'ensemble de l'archipel. À Basse-Terre, une matinée d'information a réuni les élus locaux pour proposer des solutions de formation aux jeunes non qualifiés. Désormais, toutes les communes seront soutenues par la région et l'État pour accueillir des volontaires. Explication Patrick Curie. Cette réunion d'information destinée aux communes fait suite à la signature de conventions entre l'État et la région, car la collectivité régionale prend en compte une partie du salaire à hauteur de 107,58 € pendant 8 mois pour 300 jeunes.
Le reste de l'indemnité étant versé directement par l'État. Puisque nous avons un peu analysé la situation et nous constatons que souvent, notamment au niveau des collectivités territoriales que sont les communes, la difficulté n'est pas la volonté d'accueillir le jeune, mais c'est surtout le frein qui est fait de lui verser une indemnité. Et souvent, les communes qui sont confrontées à des difficultés avec l'augmentation des charges et la baisse des dotations publiques se trouvent un peu contraints de ne pas pouvoir mener à bien ce type d'accueil. Un accompagnement qui permet aux petites communes d'engager des jeunes volontaires et ainsi leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles. Effectivement, jusqu'à maintenant, on n'a embauché personne, mais la volonté y est parce qu'on est dans un public très demandeur entre les 18-25 ans et puis sur le territoire, bien, il n'y a pas beaucoup d'entreprises pouvant nous accompagner, donc d'où l'importance de ma collectivité de s'engager vers les emplois civiques et aussi accompagner les jeunes demandeurs d'emploi. À ce jour, c'est près de 3470 jeunes qui ont effectué un service civique. Direction la Martinique, à présent avec une activité scolaire peu commune qui pourrait être proposée l'année prochaine au lycée de l'Union à Fort-de-France. Il s'agit de la plongée sous-marine. Aline Courcy a suivi quelques élèves qui ont pu participer à une initiation hier après-midi. Regardez. Pour plonger en fait avec moi, Kenji, voilà, Maël, Sorenza et Andy. Ils sont en seconde, première ou terminale et ils s'initient au plaisir de la plongée sous-marine. Mon professeur de EPS, M. Caillol, nous a proposé au début de l'année de faire une expérience, c'est la plongée sous-marine, pour découvrir les fonds sous-marins. Et j'ai tout de suite accepté parce que j'ai toujours voulu découvrir ce qu'il y avait sous la mer. Disponible qu'en UNSS, la plongée ne compte pas pour les notes de fin d'année. L'an prochain, les professeurs aimeraient que les élèves puissent valider 1 ou 2 niveaux et ajouter quelques points à leur moyenne générale, tout en découvrant les trésors de notre île. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Nous avons demandé la création d'une option pour l'an prochain et nous espérons en effet que cette option verra le jour afin que nos élèves puissent bénéficier de plus d'heures de plongée, de pratique, de théorie et puissent à terme envisager peut-être un avenir dans la plongée. À la sortie de l'eau, les sensations et l'apprentissage sont au rendez-vous. Il y a beaucoup de corail, on a vu des poissons-lions, un concombre de mer. Nos fonds marins sont super beaux. Avant, il y a plein de jolies choses à découvrir, des coraux, les poissons à de jolies couleurs. Et surtout, lorsqu'il fait beau, la température de l'eau est agréable. J'aurais bien aimé que ce soit une option parce que c'est la première fois que je le faisais quand même, mais ça m'a fait découvrir une expérience que je n'avais jamais vécue dans ma vie. C'est avec le soutien de l'association H2O que cette initiative pourrait voir le jour. Les moniteurs et le matériel sont déjà opérationnels pour que chacun puisse découvrir ce loisir, encore trop peu pratiqué sur notre île. Il faut qu'il y ait cette image dans l'esprit des gens, de se dire que la plongée c'est accessible, ça se passe chez nous et c'est facile à faire. Ce n'est pas forcément ce qui se passe en Australie, ce qui se passe ailleurs très loin, mais très facilement, chacun d'entre nous, on peut se dire je vais plonger ce week-end et on va simplement plonger à la mer. Si l'option s'ouvre l'année prochaine, elle pourrait accueillir entre 8 et 16 élèves pour qu'ils puissent faire valider leurs compétences en fin d'année et peut-être en faire un métier plus tard. Allez, un peu d'humour à présent avec notre invité ce soir, le comédien Jean-Claude Moika. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ici pour un spectacle demain soir, c'est à l'Ancre à 20h. Jean-Claude Moika, parlons un peu quand même de votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ça fait 10 ans que vous êtes grosso modo dans le métier, on va dire, et puis surtout dans le stand-up. On va développer un peu cela tout à l'heure, mais d'abord, vous ne vous destiniez pas vraiment à ça. Au tout début, vous aviez un bac en comptabilité. Comment se fait-il que vous en soyez là aujourd'hui? J'en suis là parce que je me rendais compte que si je serais devenu comptable, j'aurais eu une vie très malheureuse et j'aurais sûrement dérivé vers des meurtres par-ci par-là, serial killer. Donc j'ai décidé Ah oui. J'étais vraiment pas fait pour la compta. Je savais que c'était quelque chose qui allait me rendre malheureux. Et le but dans la vie, c'est d'être heureux. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un prof de français qui m'a poussé vers cette voie. Et aujourd'hui, je suis là. J'allais vous le dire, c'est grâce à lui donc, que vous avez pu démarrer. Mais même là,
aujourd'hui vous faites du stand-up, mais au tout départ vous avez joué du Shakespeare. J'ai joué du Shakespeare, j'ai une formation théâtrale à la base, je suis parti étudier à la fac Paris 3, sans bonne nouvelle. Et même là, c'était un peu trop théorique, j'étais un petit peu, voilà, je voulais pratiquer. J'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène qui m'a donné cette opportunité de jouer un très grand rôle. Un rôle pour un noir, à cette époque-là, c'était extraordinaire. C'était Othello d'ailleurs à l'époque. Othello, voilà, Othello, que j'ai eu la chance de jouer au Festival d'Avignon en 2008. Et depuis, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et puis finalement, c'est le stand-up, c'est la scène qui vous parle le plus. On va regarder quelques extraits de ce que vous faites sur scène et puis on en parle. Qui a connu la galère, la vraie galère? Les petits déjeuners sans Kellogg's. T'as connu le quaker? Qui a connu le quaker? Flocon d'avoine léchon. Quand tu manges ça, on dirait que tu manges du ciment. J'avais un pote portugais à côté, je dis tiens du ciment. Les petits d'aujourd'hui ne connaissent pas la galère, les petits d'aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent. Toi ou pas? Ils vont à l'école avec des baskets de marque. 2 ans, ils ont des Jordan. Moi, à 2 ans, j'avais pas de chaussures. On mettait du sopalin en hiver. Non, ils n'ont pas connu la galère. Moi, ma mère, elle allait acheter mes baskets à la halle aux chaussures. Qui connaît la halle? Mais ça, c'est la malédiction, ça. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir là-bas. Là-bas, ça me fait mal. Là-bas, j'ai vu des Adidas 5 bancs. Là-bas, j'ai vu la marque de coq sportif sur le corps. Jean-Claude Mouaka, le stand-up, c'est votre style. Pourquoi celui-ci? Pourquoi ce format plutôt qu'un autre? Bah écoutez, l'humour, c'est un très bon format pour exprimer pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai découvert cette façon de m'exprimer sur scène parce que j'aurais pu écrire des livres, mais j'étais nul en français. Donc le faute d'orthographe, ça allait être un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'avec l'humour, c'est plus facile de faire passer des messages, des opinions, de faire passer l'amour, la tolérance, qui est beaucoup ancré dans mon spectacle. Alors justement, votre one-man show, donc one-man costaud, que vous présenterez donc ce soir. Un show en fait demain soir, dans lequel vous parlez beaucoup quand même de musculation. Alors il suffit de vous regarder pour comprendre qu'il y a un lien direct. Mais pourquoi ce choix-là également de parler En fait, je prends les gens à contre-pied avec cette affiche et le nom de ce spectacle. La chance que j'ai, c'est d'être éclectique dans ma culture, aussi européenne et africaine. Et en fait, ce spectacle parle de One Man Costaud par rapport au titre, parce que j'ai voulu faire ce mélange subtil entre le fait que je pratique la musculation et de cet humour que je souhaite muscler. Mais c'est un spectacle où on parle de tout. Mais la musculation, ça a été quand même quelque chose d'assez important, visiblement, dans votre parcours. Oui, parce qu'avant, on ne me voyait pas. J'étais quelqu'un de très maigre. peut-être. Oui, exactement. Et c'est vrai que la musculation m'a permis de prendre beaucoup de confiance en moi. Et j'ai voulu lui rendre hommage avec le titre de ce spectacle. Alors, quel thème de prédilection, à part ça, vous souhaitez développer dans chacun de vos spectacles? Alors, dans mon spectacle, j'essaie vraiment d'avoir une vision du bonheur, en fait. L'émerveillement de la personne est très important pour moi parce que je pars sur le principe où quand on vient sur Terre, c'est pour être heureux. Et j'ai l'impression qu'on est en train de perdre un petit peu ce thème de vie et j'essaie de le rappeler dans mon spectacle. Et donc le petit déjeuner, les Kellogg's, etc., voilà. c'est une manière de rappeler le bonheur. En fait, aussi de rappeler aussi les souvenirs. La nostalgie, ça fait du bien au cœur. Beaucoup de gens essaient d'oublier le passé, beaucoup d'avoir de regrets. Et j'utilise un petit peu ma jeunesse que beaucoup de personnes a pu vivre et de le tourner avec autodérision et de se dire qu'on a quand même de la chance d'être en vie et il faut profiter, quoi. Alors vous passez que quelques jours en Guyane, vous repartez lundi, mais ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Vous avez peut-être pu vous confronter à certaines situations, certains moments que vous souhaiteriez reprendre dans vos spectacles. Alors on connaît certaines anecdotes qu'on ne va certainement pas développer ce soir, mais quand même, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers que vous souhaitez relater en Guyane dans vos spectacles? Oui, vos insectes. Ah ça, je n'étais pas, je ne sais pas s'ils font de la musculation ou quoi, mais vos moustiques... Sont adaptés à votre carrure. Oui, mais ils ont dit Jean-Claude arrive, on va pousser, c'est pas possible. Non, plus sérieusement, moi j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Séverine Arthur, coucou Séverine, qui est guyanaise. Et c'est vrai que c'est pas dans la culture guyanaise, en tout cas les gens qui sont en métropole, de parler à ceci, cela, la Guyane, ceci, cela. Et quand je suis venu, j'ai découvert la chaleur humaine. J'ai découvert la terre, j'ai découvert l'amicalité, vraiment.
Et c'est quelque chose que... Mais étant originaire du Congo, Ouais. est-ce que vous n'aviez pas déjà retrouvé ce sentiment également là-bas? Je ne suis pas encore allé là-bas. Ah. Je ne suis pas encore allé là-bas, Vous j'espère pouvez avoir y aller. honte. Oui, j'ai honte, là j'ai très honte. Mais en fait, depuis que je suis petit, on nous a toujours dit que les Africains n'aiment pas les Antillais, les Guyanais, ceci, cela. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que c'était faux. C'était des clichés. Et le fait de pouvoir venir m'exprimer, raconter ma vie, cette double culture ici au peuple guyanais, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc un dernier petit mot pour les spectateurs guyanais qui vont venir vous voir demain soir. Le spectacle est vraiment adapté pour les Guyanais? À quoi s'attendre finalement? C'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est que c'est un spectacle éclectique. Quand je présente ce spectacle à Paris, dans ma salle, c'est pas que des Noirs, que des Africains, que des Congolais. Il y a de tout. Il y a des Chinois. On m'a dit qu'il y a beaucoup de Chinois ici. Ben venez, venez. Les Chinois, des Arabes, des gens bizarres, il y a de tout. Et c'est ça qui fait la beauté de ce spectacle. On retiendra qu'il y aura des gens bizarres. Merci beaucoup Jean-Claude Moka d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que c'est demain soir à l'Ancre à 20h. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On termine avec le travail de ce jeune réalisateur martiniquais, déjà connu en Guyane pour son court-métrage Mopico, sélectionné au Prix de Cour 2015. Yanis Sainte-Rose revient avec un documentaire sur Haïti cette fois. Chimène Lamou raconte, il nous a fait découvrir la mission humanitaire d'une association martiniquaise sur place. Le film sera présenté également demain soir à 20h à l'Eldorado. Ayodele Germain. En bas de l'eau. C'est comme ça que définit la vie moi avant de partir à Haïti. Voici une histoire d'amour qui débute par un abandon des a priori sur Haïti. Le réalisateur Yanis Sainte-Rose se rend sur l'île pour la première fois en avril 2015 pour immortaliser l'action d'une association humanitaire. Il en revient avec une histoire d'amour entre les victimes de catastrophes naturelles et ceux qui tentent de leur venir en aide. On parle d'amour avec un grand A en fait, on parle d'amour au sens universel parce que, à mon sens, ce qui différencie Jair de autres associations humanitaires, c'est la façon dont ils apportent leur aide. Il y a un véritable échange entre les populations et l'association. Ce n'est pas une relation unilatérale où ils viennent avec des choses et ils ramènent des choses à la population sans vraiment leur demander ce dont ils ont besoin. Il y a un vrai échange et une relation finalement qui s'instaure au fil des années avec la population. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ce film Chimène Lamou. En tournée depuis l'an dernier, à Paris, en Guadeloupe et en Martinique, Chimène Lamou est le premier long métrage du réalisateur, une œuvre de partage d'expérience. Je suis assez heureux d'avoir fait ce film parce que j'ai l'impression d'avoir mis dedans les choses que j'avais envie de raconter et surtout que je me suis dit qu'il fallait que je le raconte quand j'étais en Haïti en fait. Et j'ai l'impression d'être arrivé à un certain consensus dans mes idées qui a fait le film que j'avais envie de faire et que j'avais envie de partager, notamment avec le peuple guyanais. Donc j'espère qu'ils seront nombreux demain soir. Yanis Sainte-Rose est un passionné de réalisation cinématographique. Il y parvient par des chemins de traverse. Un diplôme en école de publicité, il débute dans le métier en réalisant quelques clips et podcasts vidéo pour le web. Donc me fier aussi des sacs à dos bonjour tous les jours. Ça qui gagne chaque coup, madame yo pas 100 000. En Guyane, il se fait connaître en 2015 grâce à un court-métrage sur les picolettes. Un film de vacances qui connaîtra un succès inattendu. C'était un film qu'on a fait pendant des vacances d'une semaine, qu'on a fait très vite parce qu'on voulait repartir avec un peu de Guyane avec nous. Et il a été sélectionné au Prix de Cour et a représenté la Guyane finalement, alors que je suis martiniquais, Jonathan est guadeloupéen et on représentait la Guyane. Donc on était très contents que le peuple guyanais nous reconnaisse, en tout cas reconnaisse ce film en tant que tel. Et actuellement on a écrit une version plus longue de 26 minutes. Donc je suis à la recherche de producteurs pour pouvoir réaliser la version plus longue parce que beaucoup de gens nous disaient 1 minute c'est bien mais c'est court. Donc là on espère pouvoir avoir les moyens de réaliser un plus long. Mais ça m'en vive, vigner puis brener un loup bagaille en dit dans moi. Chimène Lamou est en projection demain 20h à Cayenne au cinéma de l'Eldorado. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec l'audience repoussée pour le secrétaire général de l'UTG et le directeur de la RCT. Richard Canchon a porté plainte pour injure contre Albert Darnal en novembre dernier. La consignation de la partie civile a été fixée ce matin à 500 €. Le procès est reporté au 18 mai. Une étude sur les pratiques de pêche des peuples autochtones du Haut-Maroni, conduite entre 2013 et 2015, elle a été restituée ce matin. C'était lors du conseil d'administration du parc amazonien à Rémire-Montjoly.
Et puis un court-métrage qui retrace l'action d'une association humanitaire martiniquaise à Haïti. Chimène Lamou sera présenté à l'Eldorado demain soir. Son réalisateur Yanis Sainte-Rose est revenu pour nous sur son travail dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale et internationale avec le journal de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.